Alors, ce qui explique sans doute en partie les ellipses, toutes les zones d'ombre qui sont importantes dans cette histoire officielle sur la guerre de Vendée, c'est que cette guerre est d'une infinie complexité, ne serait-ce que dans le suivi des différents chefs, de leurs troupes qui sont intermittentes. Tous ces gens-là ne sont pas des militaires professionnels, évidemment. Et puis, de leurs alliances, parfois fugaces. Vous savez, on n'est pas en présence de batailles rangées, on n'est pas en présence de régiments constitués avec toute une hiérarchie militaire, etc. Ce n'est pas une guerre traditionnelle. On est dans le cadre d'une guerre qui est en partie une guerre civile, qui relève largement de la guérilla. Et il faut arriver à suivre tous ces épisodes qui sont diffus, complexes et qui appartiennent finalement au tempérament et à la force de chacun des différents chefs. Et lorsqu'on se penche d'un peu près sur le cas de Charette, ça saute littéralement aux yeux. Nous allons y revenir tout à l'heure avec Philippe de Villiers. Disons que, depuis le début de l'insurrection vendéenne, Charette aura fait figure, sinon de héros solitaire, du moins de chef à part. Il mène le plus souvent sa propre campagne et sa propre vie un peu à l'écart des chefs de l'armée d'Anjou qui, disons-le clairement, le regardent d'un peu haut et du plus loin possible. Ils ont une certaine méfiance, ces autres chefs, envers ce que certains appelaient l'armée de pique de Charette. Évidemment, celui qu'on appellera le roi de Vendée perçoit ce relatif éloignement des chefs de l'armée du centre. Il a été accueilli plutôt fraîchement à l'état-major après la reprise de Machecoul par les Républicains en avril 1793. Et du coup, de lui-même, il s'est mis un petit peu, non pas en marge, entendons-nous bien, il est très présent dans les différents combats, mais il s'est mis un peu à l'écart. Il s'est installé à Legé, en pays de Ray. L'écrivain Michel de Saint-Pierre, vous savez, l'auteur célèbre des Aristocrates, qui lui-même était biographe de Charette, a hardiment décrit l'atmosphère de Legé à la grande époque, si je puis dire, et cette espèce de cour qui s'était finalement établie autour de celui qu'on appellera le roi de Vendée. Je dis l'espèce de cour, c'est à tous les sens du terme, parce qu'il y a dans ce groupe pas mal de femmes. Des essaims de femmes voleront jusqu'à la fin de son aventure autour du jeune chef, et certaines de ces femmes le suivront partout, écrit Michel de Saint-Pierre, à la fortune des combats et de ce vagabondage guerrier, de cette vie d'homme traqué, de cette errance interminable qui sera plus tard son destin. Alors, qui est la véritable reine de cette cour, si l'on peut dire? Est-ce que c'est la comtesse Marie-Adélaïde de La Rochefoucauld? Rien n'est parvenu aux historiens qui permettent d'affirmer que Marie-Adélaïde ait été la maîtresse de Charette, écrit Michel de Saint-Pierre, sinon tout de même ce titre de la mieux aimée que lui donnent les chroniqueurs du temps, d'ailleurs fort enclins à l'admiration envers cette Amazone superbe. Rien, si ce n'est d'aimables présomptions. Mais entendons-nous bien, les biographes, et notamment les anciens biographes, parce qu'on va voir que Philippe de Villiers, lui, va nettement plus loin dans son récent ouvrage, mais les anciens biographes sont assez prudents et ils font remarquer, ils soulignent, je cite l'un d'entre eux, que Charette s'est toujours montré très galant, vrai gentilhomme, poli et courtois, avec certes des brusqueries de marin, mais toujours soucieux de sauver les apparences. C'est là que j'en appelle au témoignage de celui qui est un peu notre parrain dans cette émission, le pape de la petite histoire, Théodore Gosselin, dit le nôtre, qui dans les années 1920-1930 a énormément écrit sur Charette, a consacré à cette période révolutionnaire et notamment à tout ce qu'on appelle la contre-révolution, des pages restées célèbres. Et voilà ce que le nôtre dit au sujet de cette fameuse cour de Legé. Charette aimait le plaisir et la société des femmes, certaines prirent sur lui quelque influence, sans doute même entrait-il une grande part de galanterie dans son hospitalité, il avait 30 ans. Mais il est bien certain que l'installation à demeure de mademoiselle de Charette au quartier général de Legé est une garantie que l'on y respectait les plus strictes convenances. Croit-on, précise-t-il, que Madame Suzanne de La Rochefoucauld, cousine de la châtelaine de Puyrousseau, et qui fut aussi l'une des familières du quartier général, eût souffert la moindre dérogation à la bienséance et au bon ton. Elle avait 70 ans, la dame en question, c'était un vrai chaperon.
Il n'empêche, Charette vivait entourée de ce qu'on appelait les Amazones de l'Égée. Alors il y avait Madame de Bulkeley, qui avait 40 ans tout de même, mais que les témoins nous décrivent comme une forte nature, fameuse plus encore par son entrain héroïque que par sa beauté. Il y avait Madame Gouin du Fief, qui était admirablement faite, quoiqu'elle eût été d'assez petite taille, nous disent les mêmes témoins. Et puis Élisabeth de Montsorbier, qui elle était véritablement l'aristocrate née, vous savez, noble jusqu'au bout des ongles. Les Amazones ne sont pas toutes de noble extraction, ajoutait Michel de Saint-Pierre dans le texte qu'il leur consacre. N'oublions pas Marie Lourdet, que Charette appelait sa bretonne, une simple épicière qui se promenait à travers les lignes des bleus et des blancs, exhibant son éventaire et qui rapportait ainsi des renseignements précieux aux chevaliers qu'elle admirait passionnément. Il y a d'autres femmes, il y a bien d'autres dames qui viennent à Legé, mais il n'y a tout de même pas que des femmes. On se presse autour de Charette parce que tout simplement, dans ce qui est devenu une sorte de petit État dans l'État, il fait bon vivre. Je veux que la joie règne où je suis, écrivait-il, disait-il. Et c'est vrai qu'on peut dire que chez Charette, tout est poussé à l'extrême. Non seulement cette joie de vivre, mais aussi, bien entendu, son grand caractère, son courage, sa résistance. Vous savez que les ennemis de Charette disaient que sa chance au combat était tout simplement insolente. Je cite Gilbert Charette, un de ses biographes et parents. Le caractère complexe du chevalier se montre ici à Legé sous ses multiples facettes. Deux hérédités, bretonne et méridionale, se mêlent curieusement en lui. Il a du breton la ténacité, l'entêtement légendaire, la bravoure, la fidélité à la parole donnée, l'attachement à la religion bien sûr, mais, ajoute Gilbert Charette, c'est de sa mère qu'il tient ses emballements soudains, ses élans spontanés. Alors ce qu'on oublie parfois, Julia, c'est que pendant 18 mois, en gros d'octobre 93 à février 95, Charette va mener de manière quasi autonome sa propre guérilla contre les armées de la République. Et puis, le 17 février 95, Charette, qui, disons-le, est à bout de munitions, va parvenir à signer avec les représentants de la Convention un traité qui restera la sanction inespérée de sa victoire de fait, le traité de la Jaunais, du nom d'un manoir près de Nantes, traité qui exempte les insurgés de tout service armé et qui va jusqu'à établir la liberté religieuse. Vous voyez qu'on n'est quand même pas loin des toutes premières revendications de cette insurrection vendéenne. Mais c'est une paix éphémère, disons-le, 5 mois à peine, et Charette va reprendre les armes, notamment celles qu'il reçoit des Britanniques au moment du débarquement de Quiberon, un débarquement qui a été, vous le savez, sabré par le républicain Lazare Hoche. Plus tard, en octobre, Charette va tenter une jonction avec les troupes de Stofflet et le dernier hiver, cet hiver 95-96, est particulièrement éprouvant. Ce sont des combats sporadiques mais incessants. Finalement, le roi de la Vendée sera capturé au milieu d'une poignée d'irréductibles fidèles dans les bois de la Chaboterie, capturé par le général Travot. On est là le 23 mars 1796. Ça a été un événement considérable, cette capture de Charette. On peut dire que le pays entier en a été informé parce que à Paris, bien entendu, les tenants du pouvoir, on est sous le directoire déjà à ce moment-là, parce qu'évidemment le temps a passé et la révolution a évolué. Les directeurs, c'est le terme qu'il faut employer, ont tout fait pour faire connaître cette arrestation et pour lui donner le plus d'impact possible. Dès que la nouvelle est parvenue à Paris, on a notamment fait crier au tombé du rideau dans tous les théâtres de la capitale cette annonce: citoyens, le gouvernement est heureux de vous annoncer une grande nouvelle, Charette est pris. Ce jour de triomphe pour la République est aussi celui de la reconnaissance nationale pour ses défenseurs. Moins d'une semaine plus tard, l'exécution du roi de Vendée est mise en scène à Nantes, sur la place Viarme. On a souvent raconté les dernières heures héroïques de Monsieur de Charette et le grand courage dont il fait preuve lors de son exécution. Il refuse qu'on lui bande les yeux, bien sûr. Il va diriger lui-même le peloton d'exécution en indiquant son propre cœur. « Lorsque je fermerai les yeux, lance-t-il impavide, tirez droit au cœur ».
Les soldats vont tirer et à ce moment ultime, on verra Charette se lancer encore en avant dans un dernier mouvement de cette énergie indomptable dont il restera l'incarnation et qui fera dire à Napoléon dans son mémorial de Sainte-Hélène « Charette me laisse l'impression d'un grand caractère, je lui vois faire des choses d'une énergie, d'une audace peu commune, il laisse percer le génie ».